Proposition de loi controversée sur la nationalité des candidats à la présidentielle en République démocratique du Congo. Elle prévoit d'exclure de l'élection les candidats ayant un parent étranger. Au Tchad, Mahamat Idriss Déby assure que ses relations avec l'Union africaine sont désormais apaisées. Et puis en Algérie, Brahim Bougali, élu président de la nouvelle Assemblée nationale, le député indépendant a obtenu 295 voix. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Une proposition de loi prévoyant d'exclure de l'élection présidentielle en République démocratique du Congo les candidats ayant un parent étranger a été déposée jeudi à l'Assemblée nationale. L'initiative divise les Congolais. Les précisions. Le député national Nsingi Pouloulou a déposé un test jeudi sur le bureau de l'Assemblée nationale qui vise à réserver exclusivement aux Congolais nés de père et de mère congolais l'accès à la plus haute fonction de l'État. Le député Nsingi Pouloulou du Front commun pour le Congo FCC de Joseph Kabila, prédécesseur de Félix Tshisekedi, a affirmé à la presse bénéficier de l'appui de 260 députés sur 500. Le camp d'un candidat potentiel à la prochaine présidentielle prévue fin 2023, Moïse Katumbi, ex-gouverneur du Katanga, né d'une mère congolaise et d'un père grec, dont les partisans participent au nouveau gouvernement du président Félix Tshisekedi, a dénoncé cette initiative. Il accuse le président Tshisekedi et son parti de chercher à exclure des potentiels candidats à la présidentielle en instrumentalisant la loi sur la nationalité. Le directeur de cabinet de Katumbi, Olivier Kamitatou, a estimé que soumettre cette proposition de loi au débat au Parlement serait la ligne rouge à ne pas franchir. Cette démarche a été initiée par un ancien candidat à la présidence de la République, Noël Tiani Mwadiamvita, qui a déjà exprimé son intention de se représenter. Il ajoute que plusieurs autres fonctions, Premier ministre, ministre régalien, président des chambres, chef de l'armée et de la police, ne devraient être exercées que par des Congolais nés de père et de mère congolais. Je le disais en titre, un député indépendant, Brahim Bougali, a été élu président de la nouvelle Assemblée nationale de l'Algérie. Elle est officiellement entrée en fonction ce jeudi après les élections législatives du 12 juin caractérisées par une abstention historique. En Algérie, la nouvelle Assemblée nationale est entrée en fonction jeudi après les élections législatives du 12 juin. Le député indépendant de la préfecture de Gardaïa dans le sud, Brahim Bougali, un médecin quinquagénaire, a été élu président avec 295 voix. Il a largement devancé un député islamiste du mouvement de la Société de la Paix, Ahmed Sadok, représentant une préfecture dans le nord-ouest qui n'a recueilli que 87 votes. L'Assemblée populaire nationale, la chambre basse du Parlement, compte 407 députés. Son président est le 4e personnage de l'État, après le président de la République et les présidents du Sénat et du Conseil constitutionnel. Le scrutin législatif a été remporté par le Front de Libération Nationale, avec 98 sièges, suivi des indépendants, ralliés au président Abdelmadjid Tebboune du MSP et de partis proches du pouvoir. Les Algériens sont dans l'attente de beaucoup de choses. La première chose, rétablir la confiance entre le gouvernement et le peuple. Surtout qu'il y a eu beaucoup de points négatifs lors des 20 dernières années. Beaucoup de défis attendent les nouveaux députés, le Parlement ainsi que le gouvernement. Il y a beaucoup d'enjeux. Le premier est la réhabilitation de l'institution législative qui a été mutilée à cause d'anciennes pratiques. Nous en sommes responsables au Front de Libération Nationale. Mais avec la nomination du Premier ministre et l'annonce de son gouvernement hier, nous souhaitons de la réussite dans cette nouvelle Algérie. La nouvelle Assemblée est presque uniquement masculine puisque 35 femmes seulement ont été élues sur 8305 candidates contre 146 précédemment en raison de la suppression d'un système de quotas instauré en 2012 par Bouteflika.
Au Burkina Faso, à présent, en proie des violences djihadistes récurrentes, le pays va installer 900 caméras de vidéosurveillance à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Cette mesure vise à renforcer la sécurité des deux grandes villes du pays. Dénommé Smart Burkina, ce système de vidéoprotection sera déployé sur 200 sites dans la capitale burkinabé et 80 à Bobo-Dioulasso, a précisé jeudi Maxime Koné, le ministre de la Sécurité, lors de la cérémonie de lancement. Ce projet, financé par un prêt de la Chine, a pour objectif de donner aux forces de sécurité les moyens de pouvoir détecter les zones criminogènes et de suivre les délinquants, a souligné le Premier ministre Christophe Dabiré, présent au lancement. Les deux villes seront ainsi dotées d'un système de vidéoprotection et d'un système de radiocommunication professionnelle, détaille un communiqué du ministère de la Sécurité. La mise sur pied de ce projet intervient alors que samedi dernier, plusieurs milliers de personnes avaient défilé dans plusieurs villes du pays contre l'insécurité grandissante. Ce journal se poursuit. La présidence du Tchad a assuré ce jeudi que ses relations avec l'Union africaine étaient désormais apaisées. Mahamat Idriss Déby Itno dirige le Tchad depuis la mort de son père et défunt président Idriss Déby Itno en avril dernier. Une délégation de 16 membres de l'Union africaine emmenée par son commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité Bankole Adeoye s'est rendue au Tchad. À l'issue de cette visite, la présidence tchadienne a affirmé dans un communiqué ce jeudi soir que l'heure est à la décrispation et à l'apaisement. Les divergences sont désormais une convergence de vues et une réelle collaboration afin de mieux mener la transition au Tchad, a ajouté la présidence sur son site avec une photo de Mahamat Déby recevant la délégation. Des tensions entre N'Djamena et l'Union africaine étaient apparues quand l'organisation basée à Addis Abeba avait nommé l'ancien chef de la diplomatie sénégalaise Ibrahima Fall haut représentant pour accompagner la transition au Tchad, sans en informer au préalable les autorités tchadiennes, selon N'Djamena. L'Union africaine avait demandé en mai à Mahamat Déby et aux membres du Conseil militaire de transition de respecter l'engagement qu'ils ont pris de ne pas se présenter aux élections présidentielles et législatives après la transition. Le chef de la junte militaire n'a pas exclu, fin juin, une prolongation de la transition avant les élections promises. Idriss Déby Itno, décédé à 68 ans, dirigeait le Tchad d'une main de fer depuis 30 ans. Il a été tué sur le front contre des rebelles le 19 avril, en allant commander lui-même son armée, selon N'Djamena. En Afrique du Sud, l'ancienne médiatrice de la République, Touli Madonsela, salue un jour de gloire qui montre la prévalence de l'état de droit. Mais sur le plan humain, a-t-elle nuancé auprès de l'AFP, c'est désolant d'avoir à envoyer un vieux monsieur et un combattant anti-apartheid en prison simplement parce qu'il refuse de rendre des comptes. L'ex-président sud-africain Jacob Zuma, accablé par une série de scandales de corruption, a passé sa première nuit en prison, inédite en Afrique du Sud et test d'ampleur pour les institutions de cette jeune démocratie. De nombreux Sud-Africains ont salué l'incarcération de Zuma, marqueur d'un respect des règles démocratiques. Personne n'est au-dessus de la loi, ont répété de nombreux témoins et acteurs ces derniers jours. Le charismatique et sulfureux Zuma, qui a gagné ses lettres de noblesse en passant 10 ans en prison aux côtés de l'icône Nelson Mandela avant d'assurer le renseignement pour l'ANC en exil sous l'apartheid, a mis fin au suspense et s'est rendu. Et ceci à la sidération quasi générale de tous. La mise en prison de l'ancien président Jacob Zuma est un jour de gloire pour la prévalence de l'état de droit dans le pays. Mais sur le plan humain, c'est un moment triste, car il aurait pu être évité. Il n'était pas nécessaire qu'un ancien chef d'État de 79 ans et ancien combattant de la lutte pour la libération aille en prison simplement parce qu'il refuse de rendre des comptes. La semaine dernière, la plus haute cour du pays l'avait condamné à 15 mois de prison ferme pour avoir trop souvent refusé de témoigner devant la commission anticorruption.
Cette instance créée en 2018 face à l'ampleur des scandales entourant le président Zuma, l'année même où il a été contraint à la démission, a déjà recueilli une quarantaine de témoignages le mettant en cause. Dans le même registre, le ministre sud-africain de la Justice, Ronald Lamola, a affirmé que comme tout détenu, Jacob Zuma pourrait espérer une libération conditionnelle au bout d'un quart de sa peine, soit un peu plus de 3 mois. Il a fait cette affirmation alors que l'ancien président a passé sa première nuit derrière les barreaux après avoir été condamné à 15 mois de prison ferme pour outrage. Nous pouvons confirmer que l'ancien président Jacob Zuma a été admis dans cet établissement conformément à la décision de la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas un moment de célébration, c'est un moment de retenue et d'humanité. Dans ce cas, il n'y a pas de stipulation pour la période de non-libération conditionnelle. Cela signifie effectivement que l'ancien président sera éligible au bout d'un quart de sa peine. Nous tenons à assurer à tous les Sud-Africains que l'ancien président Zuma sera traité avec dignité pendant toute la durée de son incarcération. Jacob Zuma est de bonne humeur et on s'occupe de lui. Il a également pris son petit déjeuner ici. Il est donc de bonne humeur, d'humeur joviale, comme on le connaît, riant. Et puis au Soudan, lors d'un discours prononcé à l'occasion du 10e anniversaire de l'indépendance du pays, le président Salva Kiir a promis ce vendredi de ne pas ramener le pays dans la guerre. Il a appelé à travailler ensemble pour remettre le Soudan du Sud sur le chemin du développement. Pour rappel, 2 ans après son indépendance, le 9 juillet 2011, le Soudan du Sud a sombré dans une sanglante guerre civile opposant les forces du président Salva Kiir à celles de son rival Riek Machar, qui a fait en 5 ans plus de 380 morts, déplacé 4 millions d'habitants et a précipité le pays dans une grave crise humanitaire. Et ce sera tout pour ce journal. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. L'info revient dans un instant.